à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le TDAH, le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. C'est une thématique que je n'ai jamais abordée encore sur ma chaîne, mais j'y tenais particulièrement parce que moi-même je suis touchée par ce TDAH, puisque j'ai un de mes enfants qui a été diagnostiqué TDAH. Quand je me suis rendu compte du comportement un petit peu singulier de mon enfant, j'ai beaucoup cherché d'informations sur Internet, dans des livres, auprès de professionnels. J'ai vraiment fouiné un petit peu partout parce que je voulais comprendre clairement. Et j'ai cherché des vidéos sur YouTube et là je me suis rendu compte en fait qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu. Alors maintenant il y en a beaucoup plus, mais il y a 4 ans en arrière, il y avait très peu de contenu. Et j'étais un petit peu décontenancée parce que tous les contenus intéressants que je trouvais étaient essentiellement des contenus canadiens. Et c'est vrai que les Canadiens sont très avant-gardistes, notamment sur la thématique de l'éducation, de la prise en charge des handicaps, etc. Et au niveau des vidéos françaises, j'ai trouvé très peu de choses. Essentiellement des vidéos qui étaient réalisées par des personnes TDAH. Et j'avais envie d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice en vous proposant cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que le TDAH, quels sont ses symptômes, quand on doit s'inquiéter, qui consulter, quelle prise en charge mettre en place, et ensuite je vous parlerai pour terminer de mon expérience de maman d'enfant TDAH. Je n'ai aucune légitimité à réaliser cette vidéo, je ne suis ni neuropédiatre, ni neuropsychologue, ni pédopsychiatre, ni neurologue, ni tout ce que tu veux. Je suis simplement travailleur social et maman d'une petite fille de 8 ans qui est TDAH. Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour permettre à certains parents qui sont peut-être dans la même situation ou qui sont peut-être au début de leur cheminement avec cette difficulté, de pouvoir avoir tout un tas d'infos dans une même vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo te plaira. Et sans plus tarder, je vais t'expliquer qu'est-ce que le TDAH. Le TDAH, le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, il est caractérisé par une immaturité du système neurodéveloppemental et du coup l'information est traitée différemment que par quelqu'un de lambda. C'est-à-dire que le système de gestion de l'information est totalement désorganisé, donc la personne atteinte d'un TDAH va avoir du mal à hiérarchiser les informations, va avoir du mal à les moduler, à les réguler, etc. Donc ça va se traduire par un problème essentiellement de concentration, par un problème d'hyperactivité motrice. Pour te donner un exemple, c'est comme si toi tu étais au volant d'une voiture, tu vois un panneau stop avec des personnes qui circulent sur un passage piéton. Toi qu'est-ce que tu fais? Tu arrives au stop, tu t'arrêtes. Le TDAH va prendre son véhicule, le même que le tien, et va arriver au niveau du stop et il va voir plusieurs informations. Le stop, le passage piéton, les piétons, il va pas savoir hiérarchiser les informations et donc il est capable de freiner trop tard et de renverser le piéton par exemple. Voilà. C'est une façon imagée évidemment de te montrer ce qu'est le TDAH, puisque au niveau du comportement, il va avoir beaucoup de difficultés à gérer son comportement et du coup, ça va avoir des répercussions négatives. Une personne TDAH a vraiment un besoin de se nourrir sensoriellement, donc tu vas très rapidement la repérer parce qu'elle bouge beaucoup, elle parle beaucoup, elle a besoin voilà, de tout ça, et puis elle a besoin de faire peut-être 10 000 fois plus de gestes qu'un enfant normal pour assouvir cette soif sensorielle, quoi, hein, clairement. 3 caractéristiques sont à prendre en compte. La première, c'est l'inattention. C'est-à-dire que tu vas avoir une personne qui a beaucoup de mal à se concentrer, à fixer son attention, qui va tout de suite partir dans son imaginaire. Par exemple, elle est en classe, il y a un poster à côté de la maîtresse, si elle voit le poster, ça va de suite attirer son attention, ou il va y avoir une mouche, elle va se fixer sur cette mouche qui vole sans plus écouter l'instituteur. Voilà, donc, et c'est une personne qui va avoir du mal, comme je te disais tout à l'heure, à hiérarchiser l'information, à prendre des décisions adéquates.
Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est l'impulsivité. Et cette impulsivité, elle va être de 3 ordres. L'impulsivité motrice, l'impulsivité verbale et l'impulsivité sociale. L'impulsivité motrice, elle va se matérialiser par une impossibilité de rester en place, donc une bougeotte. Un enfant qui va systématiquement se mettre en danger, tester les limites, être très impatient, ne pas attendre son tour quand on pose une question et puis répondre spontanément sans que l'instituteur t'ait donné la parole, par exemple. Donc il y a cette impulsivité motrice. Ensuite, tu as l'impulsivité verbale. Un enfant qui va pas, comme on dit, tourner la langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Il va parler spontanément, impulsivement, et parfois sans mesurer la gravité ou l'impact de ce qu'il va pouvoir dire. Il coupe la parole, il parle beaucoup, il pousse des cris. Voilà au niveau de l'impulsivité verbale. Et ensuite, il y a l'impulsivité sociale, où là, ça va être un comportement qui sera parfois pas adapté, où il va, par exemple, avec ses camarades, être assez brutal. Il va être envahissant avec les autres, irrespectueux. Mais tout ça, il ne le maîtrise pas, bien évidemment. Et enfin, la troisième caractéristique, c'est l'hyperactivité. C'est la plus facile à déceler parce que c'est celle qui se voit en premier. On a un enfant qui a la bougeotte, qui fait que bouger, qui tient pas en place sur sa chaise, qui a un besoin de se lever, de se rasseoir, qui se met tout le temps en danger, qui remue de façon exagérée, qui a un besoin d'occuper l'espace par sa gestuelle, qui est là et on le sent et on le voit et on sait qu'il est là, quoi, hein, clairement. Il a un besoin de grimper, de sauter, de tout le temps être à 2000. Évidemment, tu peux le comprendre que si un enfant a toutes ces caractéristiques, c'est très compliqué pour lui au niveau social, parce que d'une part, il va avoir une faible estime de lui. Il va dire de lui, par exemple, je me fais tout le temps gronder, les gens m'aiment pas, ils sont tout le temps derrière mon dos, ils sont tout le temps en train de me gronder, je fais toujours les choses mal. Je suis méchant, etc., etc. Et donc, l'enfant, voilà, va avoir une piètre estime de lui-même qui va se construire avec le regard des autres, le regard des pairs, et ce que les autres lui renvoient de sa propre personne. Et ensuite, socialement, ça va être compliqué parce qu'il va y avoir forcément des jugements de valeur. Oh, regarde, cet enfant, il est mal poli, cet enfant est mal élevé, cet enfant n'a pas de cadre. Et donc, ça, l'enfant, il l'entend, il n'est pas bête. Hein, et ça va l'atteindre au plus profond. Alors, certains enfants sont très habiles parce qu'ils mettent en place des systèmes de défense. Moi, j'ai pu l'observer dans mon entourage notamment. Et certaines fois, plusieurs adultes ont tendance à attaquer l'enfant et l'enfant fait comme s'il n'entendait rien. En fait, il se mure dans un silence, comme si tout ce qu'on lui disait rebondit sur sa personne et repart aussitôt. C'est un système de défense qu'il adopte pour se protéger uniquement. Et comme si ça ne suffisait pas, évidemment, le TDAH peut avoir tout un tas de troubles associés qu'on appelle des comorbidités et qui vont engendrer de grosses difficultés et qui ne vont faire qu'aggraver le trouble de l'enfant. Il faut savoir que 5% de la population d'âge scolaire serait TDAH et d'après ce que j'ai lu, en gros, 1 à 2 enfants par classe seraient concernés par le TDAH. La difficulté, c'est de pouvoir le repérer et le diagnostiquer. Donc un enfant TDAH peut avoir des comorbidités associées. 50 à 80% des enfants TDAH vont avoir des TOP, des troubles d'opposition et de provocation. C'est-à-dire qu'ils vont s'opposer aux autres et à l'adulte, s'opposer à l'autorité, et également provoquer, être dans un système de provocation, même s'il n'a pas vraiment conscience de ça, il va être dans la provocation et tout le monde va dire « Attends, il se fout de moi celui-là, il me cherche. » Mais en fait, pas du tout. 30% des enfants TDAH vont développer des troubles 10. Les troubles 10, qu'est-ce que c'est? Ça va être la dyslexie, c'est-à-dire des difficultés d'apprentissage de la lecture, la dyscalculie, des difficultés avec tout ce qui est utilisation des nombres, des chiffres et des calculs, la dysorthographie, des difficultés à fixer l'orthographe des mots et donc
une écriture qui sera toujours phonétique ou avec énormément de fautes d'orthographe. Des difficultés d'ordre de la gestuelle, d'apprentissage des gestes, donc c'est la dyspraxie. Des difficultés avec la parole, la prise de parole, ça va être la dysphasie. Des difficultés au niveau du graphisme, ça va être la dysgraphie. Voilà, donc je t'invite à te documenter sur tous ces troubles 10 si tu as besoin d'informations ou si tu penses que ton enfant peut éventuellement être concerné par ces troubles. 25% des enfants vont avoir des troubles émotionnels. Donc ils vont être très anxieux, ils vont développer des tics, des tocs, des dépressions. Voilà, parce que ce sont des enfants qui sont très anxieux, qui ressentent une insécurité. On a besoin vraiment de les encadrer, de les entourer d'amour et de les rassurer énormément. Certains enfants TDAH, dans de rares cas, peuvent développer également le syndrome de Gilles de la Tourette. Et enfin, 25 à 30% des enfants développent des troubles du sommeil, donc beaucoup de difficultés d'endormissement et puis des réveils nocturnes où ils ne vont pas arriver à se rendormir. Et ils vont rester comme ça, éveillés pendant 1 heure, 1 heure et demie, sans pouvoir se rendormir. Donc un sommeil qui va être haché. Et une énurésie nocturne, donc des pipis au lit qui vont être très tardifs, parfois même jusqu'à 10-14 ans. Donc ça peut être des choses qui peuvent accompagner le TDAH. Et un enfant peut également avoir un haut quotient intellectuel, ce qu'on appelle un enfant précoce, un enfant, alors ça a différents termes, on dit des enfants EIP, enfants intellectuellement précoces, HIP, HPI, pardon, à haut potentiel intellectuel, etc., etc. Ce sont des enfants qui ont un QI supérieur à la moyenne, donc qui sont très intelligents, et qui peuvent également développer un TDAH, et donc ça peut inhiber leur intelligence, et ça peut être un enfant précoce qui va rencontrer des difficultés scolaires et qui ne va pas être comme l'enfant précoce dont la majorité des personnes ont l'image, c'est-à-dire l'enfant, le petit génie qui réussit très bien à l'école. Voilà en gros pour les comorbidités associées. Quand dois-tu t'inquiéter? Tu dois t'inquiéter si ton enfant de moins de 12 ans adopte pendant au moins 6 mois un comportement comme je vais te le décrire. Ça ne veut pas dire que tous les enfants qui se comportent comme ça vont l'être. Mais tu as quand même de fortes raisons de t'inquiéter si ton enfant a la bougeotte, il bouge tout le temps. Il a des difficultés à l'école, la maîtresse est tout le temps sur ton dos en train de te dire que ton enfant a fait telle ou telle bêtise, n'arrive pas à se concentrer, ou est dans la lune, dans les nuages, il est rêveur. Ton enfant a un besoin comme ça de bouger. Parfois, il peut être agressif avec les autres, il peut être brutal. Il s'oppose, il provoque, il parle sans arrêt, il pousse des cris. Il a un comportement atypique. Il est à l'écart des autres ou les autres le mettent à l'écart du fait de son comportement. Voilà, tout ça, ce sont des petites choses qui doivent te mettre la puce à l'oreille et te dire, bon, il y a peut-être une difficulté, il va falloir que j'aille voir quelqu'un, un professionnel. Soit la psychologue scolaire, soit d'autres professionnels dont je vais te parler plus tard dans cette vidéo. Voilà, si ces comportements ont lieu pendant au moins 6 mois, il faut que tu tires la petite sonnette d'alarme et que tu ailles chercher des explications. Si ce comportement engendre aussi des difficultés au niveau familial, au niveau social, en gros dans toutes les sphères possibles et imaginables, là, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas et tu dois t'inquiéter. Alors, qui consulter? Et c'est là que ça devient drôle. Hein. C'est là que ça devient drôle parce que, si tu veux, moi, ça fait 4 ans que je suis dans cette problématique. J'ai toujours pas rencontré la personne idéale pour aider en toute coordination, en concertation, mon enfant. Voilà. Donc, qui consulter? J'ai envie de te dire, la première personne qui acceptera de te recevoir. Déjà, parle-en à ton médecin généraliste si tu es inquiet ou inquiète. Peut-être qu'il pourra t'orienter vers les bonnes personnes sur ton département. Ensuite, qui consulter, ça peut être par exemple un orthophoniste qui va pouvoir déceler une dyslexie, une dysorthographie, une dysphasie, voilà des problèmes d'ordre 10. Qui consulter, tu peux consulter un psychomotricien
ou un ergothérapeute qui, lui, va écarter toutes les difficultés liées à la mobilité, la motricité fine et globale, qui va pouvoir te dire si ton enfant, par exemple, est dysgraphique ou est dyspraxique. Alors là, les infos que je t'apporte, c'est vraiment, bon, c'est pas dans le détail. Peut-être que j'omets certaines choses, donc je t'invite à aller te documenter de façon plus approfondie si tu as envie d'en savoir plus. Un psychologue scolaire, un psychanalyste, un pédopsychiatre, un neuropsychologue peut par exemple t'accompagner pour tous les troubles d'ordre psychologique, les anxiétés, etc. Et peut également mettre en place des tests psychométriques pour mesurer le QI de ton enfant et te dire si oui ou non ton enfant a un potentiel intellectuel hors norme, qui peut parfois expliquer certains comportements. Quoi qu'il en soit, le diagnostic TDAH ne peut être posé que par un professionnel spécialisé. Ça peut être un neuropsychologue, un neurologue ou un pédopsychiatre par exemple. Alors, dans le public ou dans le privé? Alors là, j'ai envie de te dire, c'est kiff bourricot. C'est au premier qui va accepter de te recevoir. Parce que moi, par exemple, lorsque j'ai voulu prendre rendez-vous dans le public, non seulement on m'a annoncé des délais de 18 mois d'attente, donc ça veut dire que si déjà tu consultes, tu es déjà un petit peu au bout de ta vie. Donc si tu dois attendre encore 18 mois, j'ose même pas imaginer ta situation au bout de ces 18 mois. Et en plus, on te demande de fournir tous les bilans que tu auras déjà fait faire chez un orthophoniste, etc. Donc là, tu as des mois et des mois de démarche, clairement. Dans le privé, c'est beaucoup plus simple, mais ça va être très coûteux. Moi, c'est la démarche que j'ai privilégiée parce que j'ai eu des rendez-vous beaucoup plus rapidement qui m'ont apporté des réponses plus rapides. Par contre, je me suis ruinée. Clairement, j'ai beaucoup payé au détriment des loisirs, au détriment des petits plaisirs. Mais voilà, après, c'est aussi pour aider ton enfant à mieux gérer cette difficulté. Quelle prise en charge choisir? Alors, sache que quand ton enfant a un TDAH, tu as différentes prises en charge qui s'offrent à toi. Et ça, moi, je les ai découvertes en cheminant au fur et à mesure de mes démarches. Personne ne m'a dit, ok, tu vas avoir telle possibilité ou telle autre. J'ai appris en allant consulter un spécialiste, puis un autre, voilà. Donc, je vais te faire une petite synthèse de ce que j'ai appris. Donc, tout cela dépend du TDAH de ton enfant. Certains enfants arrivent à gérer leur TDAH sans prise en charge médicamenteuse, car ils souffrent d'une forme légère du trouble. À ce moment-là, une prise en charge psychothérapeutique, orthophonique, neuropsychologique peut suffire à pallier aux difficultés que rencontre ton enfant. Donc tu peux avoir différentes aides. Tu as dans un premier temps le programme de guidance parentale, ce qu'on appelle les ateliers Barclay, qui sont inspirés des thérapies cognitivo-comportementales, qui permettent tout simplement aux parents de se former à une éducation positive d'un enfant TDAH, où le parent va apprendre des stratégies à mettre en place pour essayer de diminuer un petit peu les effets du TDAH de leurs enfants. Donc clairement, tu vas devoir remettre globalement en question l'éducation que tu as reçue et réapprendre à éduquer ton enfant avec des techniques qui sont adaptées à ce type d'enfant. Donc ça va être essentiellement des techniques de parentalité positive où tu ne vas pas punir parce que sinon tu passeras ta journée à punir, ni taper sinon tu vas devenir maltraitant, mais tu vas féliciter ou récompenser quand le comportement va être adapté. Et en fait, en générant des sanctions positives, l'enfant va intégrer que ce qu'il fait est bien et va le reproduire pour avoir des récompenses. Tu vas améliorer la relation que tu as avec ton enfant, tu vas utiliser des outils pédagogiques adaptés qui vont pouvoir réduire considérablement les difficultés liées au TDAH. Ensuite, tu as les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. Donc, qui sont des ateliers, soit individuels, soit collectifs, où l'enfant va apprendre, lui, des stratégies à mettre en place pour essayer de mieux gérer son comportement, pour reprendre le contrôle de ses réactions.
Donc au travers d'ateliers, ils vont apprendre à gérer les émotions, ne pas couper la parole quand un autre parle, d'accepter la critique, de ne pas réagir avec impulsivité. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui sont mises en place par les neuropsychologues et qui sont absolument géniales. Ensuite, tu as les remédiations cognitives. C'est une rééducation des fonctions attentionnelles et exécutives. En d'autres termes, ton enfant va apprendre à résister à la distraction. Ça se fait d'après ce que j'ai compris sur l'outil informatique. Et là, il va y avoir tout un tas de petits stimuli qui vont être mis en place et l'enfant va devoir se concentrer et ne pas être attiré par ces stimuli. Et a priori, les résultats sont très très bons, mais ce sont quand même des séances qui sont très coûteuses. Il y a ensuite les psychothérapies. L'enfant va être vu par un psychologue et va travailler avec ce professionnel sur toutes les petites choses qui le touchent au niveau de son trouble et au niveau psychologique et émotionnel. Et tu vas également avoir les aménagements scolaires adaptés à ton enfant pour qu'en milieu scolaire, tout se passe le mieux possible. Ça peut être, par exemple, un système de place où l'enfant est placé à tel endroit le matin parce qu'il se concentre mieux que l'après-midi plus en fond de classe. Ça peut être les règles de la classe affichées en gros. Ça peut être des activités soupapes qui vont permettre à l'enfant de pouvoir lâcher ce trop-plein d'énergie à un moment donné sans déranger le reste de la classe. Donc il y a tout un tas de petits aménagements et je t'invite à en discuter avec l'équipe éducative et la maîtresse de ton enfant parce que des tas de choses peuvent être mises en place. Et puis tu as évidemment les rééducations qui peuvent être mises en place avec les orthophonistes, les ergothérapeutes, etc. et qui peuvent suffire à améliorer les difficultés que rencontre ton enfant. En revanche, d'autres enfants souffrent d'une forme de TDAH beaucoup plus sévère. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas eu d'amélioration avec la rééducation, le spécialiste peut prescrire à ton enfant un traitement médicamenteux qui va être du méthylphénidate, qui va être sous la forme de Ritaline, Quasime, Concerta, Medikinet, etc. Il y a différentes molécules qui vont agir différemment en fonction des enfants. Ce traitement va permettre de libérer donc une substance qui va au niveau neuronal avoir des influences sur la concentration, sur l'inhibition de l'enfant et qui va lui permettre d'arriver à fonctionner comme n'importe quel autre enfant en classe sans être perturbé par ces difficultés. Il faut savoir que c'est un traitement qui est très encadré, qui fait partie de la classe des stupéfiants. Donc ils sont délivrés au compte-gouttes, c'est pas un médicament à prendre à la légère. Donc si tu le fais, franchement, fais-le parce que tu n'as pas d'autre choix. Renseigne-toi bien sur les effets du traitement. Ce traitement ne peut être administré que par un professionnel compétent, voilà, et peut être éventuellement renouvelé par ton médecin généraliste. Mais voilà, il est très encadré. Parallèlement, si ton enfant a beaucoup trop de difficultés, tu peux solliciter la maison des personnes en situation de handicap, la MDPH, pour monter un dossier pour pouvoir bénéficier d'aide pédagogique, d'aide de financement pour une rééducation, de taxi éventuellement pour amener ton enfant sur les lieux de rééducation, etc., etc. Et je t'invite à te renseigner aussi à ce sujet si tu penses être concerné par cette situation. Voilà en gros pour faire très 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 synthétique de ce qu'est le TDAH, comment il peut se soigner, comment tu peux te rendre compte que ton enfant a un TDAH. Maintenant, je vais te parler de mon expérience de parent d'enfant TDAH. J'ai très longtemps hésité à tourner cette partie de cette vidéo parce que voilà, je vais m'exposer et ma situation également et que je craignais un petit peu que certaines personnes puissent découvrir un petit peu mon quotidien. Et puis je me suis dit, franchement, je m'en fous un petit peu de ce que les autres pensent. Hein. Je veux dire, maintenant, ça me passe un petit peu au-dessus de la tête. Et si cette vidéo-là peut permettre à d'autres parents de pouvoir cheminer dans sa fonction parentale avec des enfants un peu particuliers, je la fais avec le plus grand plaisir. Donc, pour te faire un petit peu une historique de notre situation, j'ai eu ma fille à l'âge de 26 ans, c'était mon premier enfant. Nous étions vraiment les plus heureux de pouvoir l'accueillir, c'était vraiment le plus grand bonheur de notre vie.
Et puis c'était un bébé très très sage, elle mangeait, elle dormait, plus sage, je crois qu'il n'y a pas quoi. Et vers l'âge de 1 an, 2 ans, elle a commencé à beaucoup bouger, elle courait partout, elle grimpait, elle faisait beaucoup de bêtises. Et puis surtout, elle s'opposait, elle avait un fort caractère. Alors parfois, ce qui nous semblait un petit peu étrange, c'est que parfois, elle était adorable, et puis le lendemain, on ne sait pas pourquoi, elle était vraiment très pénible, elle s'opposait, elle faisait des crises, pour un oui ou pour un non. Donc on s'était dit, bon, elle a mauvais caractère. Elle s'opposait énormément, mais on s'était dit, bon, ben, c'est l'âge, 2 ans, c'est l'âge, quoi. Là, les enfants découvrent le nom, ils s'opposent, ils testent le cadre, ce qui est normal, ça nous paraissait tout à fait normal. Et puis n'ayant pas d'éléments de comparaison, puisque c'était notre premier enfant, on s'inquiétait pas plus que ça. Notre famille nous disait, mais c'est normal, elle est petite, ça va s'arranger avec l'âge, etc., etc. Donc, on ne s'est pas plus inquiété. Voilà. Et notre aînée a continué à grandir. Et puis, elle est rentrée à l'école maternelle. Et c'est là que les premières difficultés ont commencé à apparaître. Voilà, pour te planter un petit peu le décor. Donc, la maîtresse nous convoquait en nous disant, voilà, votre enfant a été très pénible, elle déconcentre toute la classe, elle fait le clown en classe, elle n'écoute pas ce qu'on lui dit, elle n'en fait qu'à sa tête. Et ça, c'était tous les 3 jours. Donc, on s'est dit, là, je sais pas, il y a un problème, quoi. La maîtresse, elle a un souci, il faut qu'elle prenne des vacances, ou alors, il faut qu'elle change de métier, parce que clairement, elle a pris en grippe notre fille. Et ça va pas s'améliorer tout de suite. Donc voilà comment nous avions un petit peu abordé la situation à l'époque en se disant, bon ben la maîtresse elle est fatiguée, il faut qu'elle prenne des vacances. Et puis, donc nous avions un projet de quitter la commune et nous avons donc pris la décision d'inscrire notre enfant dans une autre école et de repartir sur de bonnes bases. C'est ce que nous avons fait. Donc notre fille est rentrée en moyenne section à l'école, à la nouvelle école. La rentrée s'est très bien passée, et puis au bout de 3 mois, la maîtresse a souhaité nous rencontrer. Donc là, on s'est dit, ça commence à faire un petit peu beaucoup, quoi. Pour être une coïncidence, ça nous paraissait un petit peu bizarre. Et la maîtresse nous a expliqué qu'il y avait un problème avec notre fille. Un problème, donc moi, de suite, j'ai pensé au handicap, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? Elle a un problème, et je me suis vraiment très, très angoissée. Et puis la maîtresse nous a dit, voilà, votre fille n'écoute pas beaucoup, elle a du mal à se concentrer, elle met un peu le bazar dans la classe. Par contre, dès que je pose une question de la leçon que je viens d'expliquer aux enfants, alors qu'elle n'a rien écouté, c'est la première à répondre, et en plus elle répond avec des réponses justes et très pertinentes. Par ailleurs, elle a des sujets de conversation qui ne sont pas de son âge. Elle s'intéresse à plein de sujets, notamment à la mort, alors que les enfants n'ont aucune conscience de la mort à cet âge-là. Elle s'intéresse aux étoiles, à l'astronomie, à l'époque des dinosaures. Elle est très curieuse, elle pose des tas de questions. Donc elle nous a dit, moi elle me fait penser un petit peu à un petit garçon que je connais très bien et qui était précoce. Et je vous invite à consulter un psychanalyste pour faire un test psychométrique, donc pour mesurer son quotient intellectuel. Chose que nous avons faite, évidemment, il y avait 3 mois de délai entre-temps. Hein, donc pour te dire que tout prend à chaque fois une ampleur assez importante au niveau des délais. Donc nous avons consulté un psychanalyste qui, après plusieurs entretiens avec notre fille, a estimé que son quotient intellectuel était de 134 et donc elle avait un QI élevé, qu'elle appartenait à la catégorie des enfants à haut potentiel ou précoces. Donc nous on s'est dit, ça y est quoi, enfin on pose un mot, si elle est comme ça c'est qu'il y a une raison, voilà, c'est que peut-être elle s'ennuie en classe et du coup elle met un peu le bazar, elle fait l'intéressante, etc. Donc la maîtresse nous a proposé un saut de classe et nous avons accepté en nous disant c'est la solution qui va permettre à notre fille de se sentir mieux à l'école. Donc elle a fait un saut de classe, donc elle a sauté la grande section et s'est retrouvée de suite au CP. Et là,
nous sommes tombés d'une enseignante qui était très à l'écoute, qui mettait en place des aménagements, à une enseignante qui était beaucoup plus traditionnaliste et beaucoup plus rigide. Bien évidemment, c'est très bien pour un enfant qui se conforme à la norme, mais clairement pour un enfant qui déborde un petit peu du moule, c'est pas du tout le type d'enseignant qu'il lui faut. Donc très rapidement, ça a été les conflits avec l'institutrice qui en permanence nous disait que le problème c'était notre fille. Voilà, elle a absolument pas remis en question sa pédagogie. Elle n'a pas apporté d'aménagement particulier et du coup notre fille s'est rapidement retrouvée en difficulté. Et puis au fur et à mesure des rendez-vous avec la maîtresse, je me suis entendue dire: vous avez un problème d'éducation, vous avez qu'à dire non à la maison. En gros, vous êtes des parents défaillants, hein. Vous n'avez aucune autorité et c'est à cause de vous que votre enfant est comme ça. Bim! Prends-toi ça dans les dents. Franchement, quand l'institutrice m'a dit ça, je me suis retrouvée bête. J'ai même pas su quoi répondre tellement j'étais choquée. Et je crois que quand je suis rentrée dans ma voiture, j'ai fermé la portière, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en me disant: mais de quel droit elle se permet de me juger? Elle porte un jugement de valeur, elle ne sait même pas quelle est l'éducation qu'on met en place à la maison. Alors qu'on a, moi et mon conjoint, reçu une éducation assez rigide et qu'on l'appliquait en pensant qu'il y avait uniquement cette méthode-là. Et puis, voilà, je me suis sentie très très seule, je me suis sentie jugée, je me suis sentie très mal. J'en parle avec beaucoup de recul aujourd'hui, mais j'ai beaucoup pleuré à cette époque. J'ai beaucoup culpabilisé. Et puis, des personnes comme ça que tu vas rencontrer dans ton quotidien ne te permettent pas d'avancer clairement, sereinement dans ta vie, quoi. Donc, elle a commencé à nous parler de psychologues scolaires, etc. Donc, nous avons rencontré une psychologue en privé. Elle nous a dit: je ne peux pas vous aider, il faut consulter quelqu'un d'autre. Et là, la grande galère a commencé pour nous, puisque on s'est heurté à de grandes difficultés. Donc on a voulu demander, enfin moi personnellement j'ai appelé le CHU de mon département en demandant un rendez-vous. Ils m'ont dit: oui, on peut vous recevoir dans 18 mois. Ah, d'accord, ok, 18 mois, donc 1 an et demi. Clairement, déjà je pense que si tu vas consulter, c'est que tu es un petit peu au bout de ta vie, clairement. Donc là, dans 1 an et demi, je me dis: mais dans quelle situation je me retrouvais, quoi, hein, 1 an et demi en laissant finalement ma situation se dégrader. Je vois pas comment il pourrait y avoir une amélioration. Alors d'abord, on a rencontré la psychologue scolaire, on lui a expliqué un petit peu la situation. Elle a de nouveau fait un nouveau bilan psychométrique, puisque notre fille avait atteint un certain âge, elle pouvait en bénéficier d'un autre. Et là, elle nous a dit: pour moi, il y a des traces d'une précocité, mais la précocité n'est plus aussi importante qu'avant. Par contre, il y a beaucoup d'agitation, il y a quelque chose qui empêche votre fille de se concentrer. Elle était très très agitée. Donc j'ai pris rendez-vous avec une neuropédiatre. Évidemment, les délais étaient très longs, je crois que c'était 8 mois. Et puis la situation s'est largement dégradée avec notre fille qui rencontrait de plus en plus de difficultés, qui avait des comportements de plus en plus dans l'opposition et la provocation à l'école. Et du coup, j'ai appelé à maintes reprises, j'ai beaucoup insisté et la neuropédiatre a pu nous recevoir dans un délai de 4 mois, il me semble. Donc nous l'avons rencontrée et elle a fait passer un test pour voir si notre fille avait un trouble du déficit d'attention avec hyperactivité. Et son diagnostic a été qu'effectivement notre fille était TDAH. Donc le test nous a quand même coûté pas loin de 900 €. Hein, donc pour vous faire un ordre d'idée. Donc le trouble du déficit d'attention et d'hyperactivité, nous on ne savait pas du tout ce que c'était et on l'a appris en cheminant dans cette démarche-là. Donc on a posé un mot. Elle nous a dit: voilà, vous avez plusieurs options, mais le médicament reste la meilleure option pour le moment avec les difficultés que vous rencontrez. Nous, on était complètement opposés à cette médicamentation parce qu'on avait vu que c'était un médicament qui était très lourd, qui avait des risques pour sa sécurité, sa santé. Donc au départ, on était totalement opposés.
Et puis, donc, elle nous a fait faire passer tout un tas de tests. Donc, moi, j'étais très, très loin de me douter que ma fille allait passer autant de tests. Donc, elle a passé un électroencéphalogramme, c'est-à-dire qu'on a dû l'empêcher de dormir toute une nuit. Elle a dormi que, je crois, 1 heure ou 2 heures dans la nuit parce qu'on avait rendez-vous le lendemain matin et qu'il fallait à tout prix que pendant ce test, elle dorme. On a infligé un électrocardiogramme, des prises de sang. Toute une batterie de tests comme ça qui était assez lourd pour permettre de voir s'il n'y avait pas de contre-indication au traitement, etc. Et entre-temps, évidemment, la situation continuait à se dégrader à l'école et était largement invivable à la maison, puisque un enfant TDAH qui n'est pas sous traitement fait énormément d'efforts à l'école pour se concentrer, beaucoup plus que la majorité des enfants. Et du coup, à la maison, il y a une période de décharge émotionnelle qui fait qu'il va adopter un comportement très très compliqué à gérer, avec des cris, des pleurs, des oppositions, des provocations, et puis ça peut rapidement devenir invivable à la maison. Et c'était ce qui était devenu notre cas. Du coup, on a cédé, parce qu'on n'avait pas d'autres alternatives. On a dit oui à la médicamentation, et ça a largement apaisé le climat, puisque notre fille a retrouvé une vie normale, entre guillemets. Elle pouvait se concentrer, avoir un comportement correct à l'école, ne plus embêter ses camarades. Du coup, elle a retrouvé une vie sociale, puisqu'elle a eu des amis. De nouveau, elle a été invitée à des anniversaires, alors que personne ne l'invitait jamais. Et puis à la maison, on a redécouvert notre petite fille. On l'a découvert sur un autre angle. On a vraiment découvert qui elle était, cette petite fille extraordinaire, qui était complètement camouflée sous ce TDAH qui était beaucoup trop envahissant. Donc ça a été une solution, on va dire, qui doit rester provisoire évidemment, mais ça a été une solution à sa difficulté. Et en parallèle, on a continué, donc je l'ai amenée voir une micro-kiné parce qu'elle était très angoissée. Donc elle a eu de nombreuses séances qui l'ont aidée, ça c'est certain. Puis elle a eu des difficultés au niveau graphique. Moi je me disais, mais c'est pas possible, cette écriture elle est illisible. Je ne comprends pas ce qu'elle écrit, son geste est très maladroit, alors que les autres camarades de sa classe avaient déjà une belle écriture. Elle n'avait pas, enfin, au niveau graphique, il y avait de grosses difficultés à mon sens. La maîtresse ne s'inquiétait pas plus que ça, elle me disait oui, bon, elle a fait un saut de classe, elle n'a pas autant travaillé que les autres le graphisme, ce qui était vrai aussi. Mais voilà, je me posais pas mal de questions, les devoirs étaient très difficiles, il y avait beaucoup de cris. Moi, c'était un moment qui m'angoissait, que je redoutais. Parce que je sais que pour lire une page de lecture, on allait mettre 1 heure. Pour apprendre une phrase de dictée, on mettait une demi-heure. C'était très, très, très difficile. Et puis en plus, on apprenait la phrase, elle savait bien l'écrire. Le lendemain, elle écrivait à l'école de façon phonétique. Il y avait des fautes à tous les mots. C'était très compliqué. Donc au niveau de l'orthographe, au niveau du graphisme, moi je repérais des petites choses qui me titillaient un petit peu. Mais bon, l'institut n'avait pas l'air plus inquiète que ça, donc on ne s'est pas plus inquiété. J'ai quand même pris rendez-vous avec une orthoptiste, on a fait une rééducation, parce que je pensais que c'était peut-être dû à une coordination de sa main, de ses yeux, enfin voilà. Et elle a bénéficié d'une rééducation orthoptique. Ensuite, les difficultés ont de nouveau redoublé à la maison. Alors c'était un problème de dosage du traitement, mais moi j'en étais arrivée à un point où j'étais tellement au bord du pétage de câble. Je me disais, soit tu vas péter un plomb, soit tu vas faire un burn-out parental, soit tu vas finir en dépression, en hôpital psychiatrique, il va se passer quelque chose. Soit tu demandes de l'aide, soit tu vas t'enfoncer, et après pour remonter la pente, ça va être très compliqué. Donc j'ai contacté une neuropsychologue. Alors évidemment, à chaque fois qu'on contacte des professionnels, il y a 2 à 3 mois de délai. Hein. Donc imagine un petit peu le parcours comme il peut être semé d'embûches. Donc j'ai rencontré cette personne. Et je la remercie, mais du plus profond de mon cœur, parce que donc je suis tombée sur une personne formidable qui a été à l'écoute, dans la bienveillance, qui ne m'a jamais jugée et qui m'a donné énormément de conseils et d'outils à mettre en place avec mon enfant à la maison pour que le climat se détende, s'améliore, avec un système de récompense, un système de parentalité positive. Donc, je m'étais formée quelques semaines avant sur l'éducation bienveillante parce que j'en étais arrivée à un point où je faisais que punir, que crier. Et je me disais, ça continue,
ça va encore s'aggraver, jusqu'où on va aller. Voilà, j'ai pas envie de ça avec mes enfants, donc j'avais déjà suivi une formation qui est la formation Faber et Maslich, qui est une formation sous forme d'atelier avec d'autres parents, où on apprend des techniques de parentalité positive, et c'est une formation qui est d'origine canadienne. Et j'avais déjà eu tout un tas de petites choses à appliquer au quotidien qui m'avaient beaucoup servi, parce que moi j'avais bénéficié d'une éducation assez rigide, et je m'étais dit bah voilà, l'éducation c'est ça. Je m'étais pas dit tiens, peut-être que je pourrais fonctionner différemment, peut-être que avec une autre méthode éducative ça pourrait mieux marcher. Et donc cette formation là m'avait déjà pas mal aidé à évoluer dans mon cheminement de maman. Et puis, donc la neuropsychologue m'a apporté des outils concrets. Je vous mettrai certains outils en barre d'infos dont elle m'a parlé. Et j'étais vraiment... elle m'a redonné espoir. Elle m'a remonté le moral. Et puis elle m'a reboosté. Et j'ai eu envie, voilà, de me battre, de mettre en place plein de choses au quotidien pour nous sortir de cette galère. Donc ça a duré 1 an et demi, hein, ce suivi neuropsychologique. Donc j'allais la voir une fois par mois, ça me coûtait à peu près 55-60 € par mois, non remboursé évidemment. Et ma fille a été vue par la neuropsychologue qui a indiqué qu'elle n'avait pas besoin d'un suivi psychologique, qu'elle allait très bien, psychologiquement parlant. Donc on a cheminé comme ça. Et ensuite, elle a passé les classes, voilà, on est tombé sur une autre institutrice qui était vraiment très à l'écoute, et je la remercie 1000 fois parce qu'elle a mis en place tout un tas d'aménagements pédagogiques qui l'ont beaucoup aidée. Elle a même mis des balles de tennis au pied des chaises de sa classe pour pas que ça fasse du bruit quand les enfants bougent. Et j'ai trouvé ça génial parce que moi, ma fille avait besoin de beaucoup bouger, de se lever. Donc elle a mis en place tout un tas d'aménagements. Par exemple, quand elle sentait que ma fille était comme une cocotte minute et prête à exploser, elle la faisait distribuer les cahiers, elle la faisait effacer le tableau. Voilà, tout un petit tas de trucs comme ça qui lui permettaient, elle, d'assouvir cette soif de motricité, enfin d'hyperactivité. Et donc on a eu beaucoup de chance de rencontrer sur notre parcours cette institutrice. Et donc là, les difficultés en graphie continuaient, en orthographe également. Donc j'en ai parlé à mon médecin généraliste qui a été le plus grand soutien que j'ai rencontré tout au long de mon parcours. Un soutien sans faille qui nous a orientés, qui nous a... alors que ce n'était pas forcément son rôle, hein, puisqu'elle n'était pas spécialisée dans le TDAH, mais elle nous a donné tout un tas de pistes. Et c'est vraiment une personne qui fait dans mon cœur partie de ma famille, hein, parce qu'elle m'a vraiment guidée tout au long de ce parcours, même quand c'était très très difficile et que j'étais moralement diminuée. Et je la remercierai jamais assez. Donc je lui en ai parlé, et puis elle m'a fait une ordonnance pour aller faire un bilan en orthophonie et en ergothérapie. L'orthophoniste a décelé des troubles 10, une dyslexie, une dysorthographie. Et l'ergothérapeute, alors là, ça n'a pas été pris en charge, on a payé le bilan 180 €. Elle a diagnostiqué à notre fille une dysgraphie. Donc avec des rééducations qui sont mises en place ou qui vont prochainement l'être, je l'espère, au niveau ergothérapie. Et voilà, à chaque fois, si tu veux, quand on a cheminé, on s'est dit, il n'y a personne qui nous a dit, bon, alors il faut que vous voyez tel et tel professionnel pour écarter telle et telle difficulté. Non, en fait, on a appris au fur et à mesure de notre cheminement de parents. Tiens, on a vu ce spécialiste, on a parlé de ça, peut-être qu'on devrait consulter ça, et peut-être que, je veux dire, le parent qui débarque là, qui connaît pas du tout les... Moi, j'ai de la chance d'être issue du milieu social au niveau professionnel, donc je connais quand même beaucoup les administrations, les institutions médico-sociales, mais un parent lambda qui connaît pas tout ça, je pense qu'il est vite, très très vite mis en difficulté. Là, on est dans une situation où le climat s'est considérablement amélioré, tout se passe très bien à la maison, parce qu'on a mis en place un tas d'outils pédagogiques, et j'essaierai de vous faire d'autres vidéos sur des outils qui peuvent aider n'importe quel parent d'ailleurs. Et du coup,
Actuellement, on en est au point de se demander, alors on a signé un PAP, un projet d'accompagnement personnalisé avec l'école, et un PAI, un projet d'accompagnement individuel. Alors le PAI permet tout simplement à la maîtresse de pouvoir administrer le traitement de notre fille pendant les temps scolaires. Et le PAP permet de mettre en place des aménagements qui vont permettre à l'enfant de pouvoir continuer à apprendre sans difficulté, ou en tout cas de bénéficier d'aménagements adaptés à ses difficultés. Et notamment, donc elle a des dictées à trous, elle a des aménagements de type activité soupape. Elle a une place particulière le matin dans la classe parce qu'elle est beaucoup plus concentrée, puis l'après-midi elle est plus au fond de la classe parce qu'elle bouge beaucoup et elle pourrait déranger les autres. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont mises en place et je remercie vraiment, on est tombé sur une équipe pédagogique qui est formidable, là au niveau du CE1, CE2, CM1. On est vraiment tombé sur des instituts adorables et vraiment, je trouve que c'est génial d'avoir des relations comme ça avec l'école, le milieu scolaire, quand c'est possible, parce que ça permet à tout le monde d'y trouver son compte. Voilà, il faut que les instituts se disent qu'un enfant TDAH ne fait pas exprès de les provoquer, voilà, de s'opposer. Ils le font spontanément, ils le font avec impulsivité, et ils se rendent souvent pas compte des conséquences de leurs actes. Par exemple, nous à la maison, lors du petit déjeuner, ma fille parfois pousse des cris le matin, elle est tout le temps de toute façon à 2000, hein, et puis elle a besoin de s'exprimer, donc elle pousse des cris, mais des petits cris aigus comme ça, qui rajoutaient les uns aux autres. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi, elle se fout de moi, quoi. Elle me provoque, elle cherche la confrontation, qu'est-ce qu'elle cherche, quoi. Et puis au fur et à mesure de notre cheminement de parents, on s'est dit, non, en fait, c'est un besoin physiologique qu'elle a. Elle ne peut pas s'en passer et elle ne sait même pas expliquer pourquoi. Hein, c'est ça le pire. Donc voilà, après, au fur et à mesure, quand face à la provocation, au comportement d'opposition, la neuropsychologue nous a appris à ne pas répondre. C'est-à-dire que l'enfant a un comportement opposant, il te provoque et il fait exprès pour qu'il y ait une réaction parentale, surtout tu ne réagis pas. Même si intérieurement, tu vas péter un plomb, hein, clairement, tu fais zen attitude, comme si de rien n'était, comme si tu n'entendais rien, comme si rien ne te dérangeait. Et c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Donc voilà, et actuellement, on se pose même, nous, la question de pouvoir faire une demande auprès de la MDPH pour que cette reconnaissance des difficultés liées aux troubles, qui sont vraiment handicapantes, soit reconnue et soit formalisée et puisse suivre notre fille en disant, voilà, elle ne le fait pas exprès, c'est reconnu par la MDPH et elle a besoin de tel et tel aménagement pour lui permettre de se sentir bien en milieu scolaire et de ne pas être en échec scolaire. Nous n'avons pas consulté dans un CMP au départ parce que moi, en étant travailleur social, j'avais beaucoup d'a priori sur certains psychologues de CMP qui souvent remettent en cause l'éducation des parents. C'est toujours la faute de la mère ou la faute de l'absence du père quand c'est des mères célibataires. Enfin, en gros, ils remettent toujours la faute sur les parents. Et je pense que quand tu es parent, que tu traverses une épreuve comme celle-là, t'as pas besoin qu'on t'enfonce davantage. Tu as besoin d'être aidé et pas qu'on te dise c'est ta faute. Si ton enfant est comme ça, c'est ta faute. Alors que dans le cas du TDAH, c'est absolument pas la faute du parent. Enfin, si, au niveau du patrimoine génétique, c'est ta faute parce que à 80%, le TDAH est transmis de façon génétique. Et nous, on s'est aperçu que mon conjoint était TDAH, puisqu'il fonctionnait exactement pareil, étant enfant. Mais à l'époque, si tu veux, les enfants comme ça, c'était un petit peu les enfants bonnets d'âne. On les mettait au fond de la classe, ils étaient en échec scolaire, ils faisaient pas de bruit, ils étaient assis au fond de la classe, ils regardaient par la fenêtre, et tout allait bien dans le meilleur des mondes. Sauf qu'en gros, c'était des enfants qui étaient TDAH, qui n'étaient pas diagnostiqués, parce qu'à l'époque, c'était très mal connu, et qui étaient en échec, et qui vivaient très très mal cette période de scolarité. Donc voilà un petit peu pour te partager notre expérience. Là actuellement, j'ai pris un rendez-vous avec le CMPEA pour voir un petit peu ce qu'ils vont me proposer. Moi, ce que je recherche pour ma fille, c'est un professionnel. Et je trouve que ça manque beaucoup. Je l'ai trouvé dans une structure qui s'appelle une MIX, une maison des enfants extraordinaires, mais qui est à 1 heure de route de chez moi. Et donc c'est très compliqué de pouvoir mettre en place quoi que ce soit. Mais je l'ai trouvé dans ce type de structure et j'espère que je vais le trouver au CMPEA. Donc c'est-à-dire une structure où ma fille va être considérée avec l'ensemble de ses difficultés et où on va lui proposer
un suivi en coordination, un suivi pluridisciplinaire où elle va être accueillie et bénéficier de tout un tas de rééducation, pourquoi pas de TCC. J'aimerais beaucoup qu'elle participe à une TCC pour apprendre à gérer ses émotions, à gérer voilà, sa frustration, sa colère, etc. Parce que ça prend quand on ne sait pas faire. Et ce type de structure met en place ça, hein. Donc elle chapeaute un petit peu l'accompagnement et le suivi en te disant voilà, ton enfant a besoin de ça, il va voir tel professionnel, on va bloquer un après-midi où il verra tel et tel professionnel. Et je trouve que c'est quand même un soulagement parce que moi personnellement, je suis contrainte, donc je suis travailleur social, j'étais à temps plein et j'ai demandé à réduire de 50% mon activité professionnelle pour pouvoir accompagner ma fille à ces différents rendez-vous médicaux. Puisque j'ai des rendez-vous réguliers chez la neuropédiatre, chez l'orthophoniste, bientôt chez l'ergothérapeute. Voilà, on a tout le temps des rendez-vous et puis c'est aux parents à le gérer, ça. Il n'y a personne qui va accompagner ton enfant, quoi. Donc, c'est quand même assez lourd et contraignant pour un parent, à la fois au niveau psychologique et émotionnel, mais à la fois au niveau de sa vie. Le TDAH, il faut pas se mentir, c'est un chamboulement de ta vie. Moi, personnellement, enfin, là, je vais parler pour moi, hein, mais le TDAH, il a totalement chamboulé ma vie. Je suis passée par toutes les émotions possibles, de la culpabilité. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est de ma faute. Si elle est comme ça, qu'est-ce que j'ai mangé pendant ma grossesse qui a pu faire que? Ou est-ce que c'est moi qui ai ce problème et qui lui ai transmis? Ou quel parent horrible je peux être pour lui faire prendre un médicament qui pourrait la mettre en danger? Voilà, je me suis posé des milliers de questions, j'ai beaucoup culpabilisé. J'ai dû faire le deuil de l'enfant rêvé, hein, parce que ça a été une période très difficile. Moi, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit, mais pourquoi cet enfant m'a choisi? Il s'est dit, tiens, cette personne a l'air bien dans sa peau, heureuse, je vais lui pourrir la vie, quoi. J'en étais réduite à penser ça, à me dire, mais ma fille, je la supporte plus, quoi. Et voilà, donc j'ai beaucoup culpabilisé. J'ai dû faire ce deuil. Maintenant, ça va beaucoup mieux parce que j'ai beaucoup pris du recul. Je me suis un petit peu blindée au niveau émotionnel aussi. Et à la fois, aujourd'hui, je me dis que ma fille est le plus grand bonheur de ma vie, la plus grande richesse de ma vie avec mes autres enfants. Que si ça m'arrive à moi, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que je dois apprendre de cette situation. Et c'est vrai que cette situation m'a énormément appris. J'ai découvert l'éducation positive au travers de ce TDAH et de l'accompagnement de ma fille. J'ai découvert le yoga et la méditation qui m'ont permis de beaucoup me détendre lorsque les moments étaient très difficiles. J'ai découvert des tas de métiers que je connaissais pas, hein, qui sont extraordinaires, des tas de professionnels extraordinaires. J'ai découvert des outils pédagogiques que je n'aurais probablement jamais utilisés si j'avais pas eu ce problème. J'ai découvert voilà, mon rôle de parent sous un autre angle. Et je suis vraiment très heureuse parce que ça m'a ouvert sur plein de choses. J'ai découvert aussi, j'ai fait la démarche de me nourrir plus sainement et surtout ma famille. Je me suis rendu compte que dans les produits qu'on nous vend en grande surface, il y a beaucoup d'additifs qui provoquent un problème de concentration ou d'hyperactivité. Donc en plus de cette problématique, on en rajoute une couche avec l'alimentation. Donc maintenant, nous à la maison, on mange sainement, on achète chez les producteurs locaux, bio, on cuisine tout, on fait tout nous-mêmes, même les produits cosmétiques, les produits d'hygiène, je fais le plus possible parce que je me dis que tout ce qui peut parasiter, qui peut en rajouter à cette difficulté, ben, je veux l'enrayer. Moi, je veux plus que ça rentre chez moi. Voilà, donc on a vraiment cheminé, j'ai beaucoup appris, je me retrouve enrichie par cette situation. J'ai gagné voilà, en richesse intérieure. Et ça, j'aurais jamais pu le gagner si ma fille n'avait pas été atteinte d'un TDAH. Les enfants TDAH sont extraordinaires. Ils sont vifs, ils sont pleins de vie, ils sont bourrés d'humour, ils sont très créatifs. Et ça, je suis très très fière d'être la maman de ma fille.
Même si j'ai eu des moments où je me disais c'est pas possible, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, bon sang, pour mériter ça. Mais au final, j'ai beaucoup appris de cette situation et j'en ressors vraiment grandi. Et voilà, donc c'est l'expérience que je souhaitais te partager. En tout cas, si tu es dans une situation un peu similaire, si tu es au bord du pétage de plomb, va demander de l'aide. Moi, j'ai trouvé une aide extraordinaire auprès de groupes, notamment sur Facebook. Je te mettrai les liens si ça t'intéresse. De groupes sur les parents d'enfants TDAH qui ont, on échange des méthodes éducatives, etc. On peut parler quand ça va pas, on est compris. Parce que au final personne ne te comprend, ni la famille, ni les amis qui te disent mais attends laisse-moi ta fille, moi je vais m'en occuper, tu vas voir, après ça va filer droit. Non mais attends, t'es pas magicien mon gars, tu arriveras pas mieux que moi, hein. Donc voilà, on est vraiment compris par des parents qui traversent cette épreuve et va chercher de l'aide, documente-toi, va chercher sur le net. Va trouver des professionnels adaptés et tu verras que ta vie va trouver une autre dimension. Voilà, j'avais envie de te partager ça. J'espère que ça t'aura plu. Et puis, je te souhaite une très belle journée. Et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!